L'étude, lorsque la profondeur de l'eau est très supérieure à la longueur d'onde d'une onde sinusoïdale qui se propage sur sa surface, la vitesse de cette onde s'exprime de façon satisfaisante par l'expression V, ou on notera C, qui est égale à G sur 2pi F. Oui. Tu laisses ce qu'ils ont écrit. Tu prends une nouvelle page, et même tu peux écrire sur une feuille indépendante, et lorsque tu reviens à la maison, tu mettras l'ordre dans ton cahier. Ça y est? Donc C ou V selon la feuille, G sur 2pi F, où G est l'intensité de la pesanteur, où F est la fréquence de l'onde. Première question. Comment qualifie-t-on un milieu dans lequel la vitesse d'une onde dépend de sa fréquence? Oui, on revient à cette expression où il y a un terme qui dit d'une façon satisfaisante. Qu'est-ce que vous comprenez par d'une façon satisfaisante? Si on utilise un autre terme, au lieu de satisfaisante, on utilise quoi, par exemple? Approximative, acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression, elle est déduite d'une expression qui est complexe. Nous avons mis le cas qu'ils nous ont donné, la longueur est supérieure à la longueur d'onde. La profondeur est supérieure. Ça veut dire que cette relation-là, elle est déduite d'une autre qui est un peu complexe, mais en travaillant dans ces conditions de l'exercice, on acceptera cette relation. Mais ce n'est pas une relation qui est applicable à toutes les profondeurs, d'accord? Donc c'est là ce que ça veut dire satisfaisante ou acceptable ou approximative, comme tu viens de dire. Donc la question là, le milieu est dit dissipatif si la vitesse de propagation de l'onde dépend de la fréquence de cette onde. Donc on écrit petit a, la réponse de petit a. Un milieu est dit dissipatif. Un milieu est dit dissipatif si la vitesse de propagation d'une onde, dépend, si la vitesse de propagation de l'onde dépend de sa fréquence. Mais en réalité, lorsqu'on utilise dans nos cours, comme j'ai dit la dernière fois, généralement on utilise des ondes sinusoïdales qui sont pures, de monofréquence si vous voulez, une seule fréquence, et par la suite, on ne va pas noter si ce milieu il est dissipatif ou non. Sauf si on utilise un dispositif expérimental, par exemple, on utilise une cuve à ondes, et nous aurons dans ce dispositif un générateur qui peut nous donner des vibrations de fréquences différentes. Et là, on va remarquer sur la surface de l'eau qu'il se forme des ondes des ondes circulaires, où la distance entre ces cercles dépend de la fréquence. C'est-à-dire, le changement de la fréquence donne un changement de la longueur d'onde, et puisque la longueur d'onde change, on verra par calcul, on verra ça dans un exercice par la suite, que aussi il y a une différence dans la vitesse. D'accord? Mais dans certains cas, la réalité des choses, c'est rare qu'on a des ondes qui sont pures, sinusoïdales pures, c'est-à-dire d'une seule fréquence. Dans
dans la vie courante, toujours il y a des ondes qui sont complexes, ou, que nous avons dit la dernière fois, ce sont un train d'ondes ou un paquet d'ondes, où il y a un ensemble de fréquences. Chaque onde a sa propre fréquence. Et là où il apparaîtra, où nous aurons l'occasion de voir si le milieu est dissipatif ou non. D'accord? J'ai donné un exemple du navire. On peut remarquer que les ondes à la surface de la mer n'ont pas la même longueur d'onde. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ondes de fréquences différentes et par la suite il se manifeste des longueurs d'onde différentes. Donc là on peut dire que le milieu il est dissipatif. L'eau est un milieu dissipatif. Non, en réalité, si nous n'utilisons pas ce mot satisfaisant ou approximatif, généralement, la plupart des milieux sont dissipatifs. Mais on travaille dans des conditions où on peut considérer que ces milieux ne sont pas dissipatifs, soit avec l'énergie, parce que on parlera même l'air. Dans certaines conditions, il peut être dissipatif, ça dépend. Je ne vais pas entrer dans les détails qui est hors programme, que généralement ces ondes dans ce paquet d'ondes que je viens de dire, il est formé de plusieurs ondes de fréquences différentes. Là, ce paquet-là, normalement, il se propage par deux vitesses. Il y a ce qu'on appelle la vitesse de phase, c'est celle que nous étudions ici. Et il y a la vitesse de groupe. Et lorsqu'il y a une différence entre la vitesse de groupe et la vitesse de phase, c'est comme on a une équipe. Chaque élément de cette équipe a sa propre vitesse, mais on peut suivre le groupe tout entier par une vitesse donnée. Lorsqu'il y a une différence entre cette vitesse de groupe et cette vitesse de phase, on dira que le milieu il est dissipatif. Mais ça, c'est loin uniquement pour comprendre. Pour nous, nous avons deux exemples de milieux, un qui est dissipatif, qui est l'eau, et l'autre qui est non dissipatif, qui est l'air, pour les ondes sonores. Mais, oui. Il peut être un milieu dissipatif dans certains cas. Oui, je terminerai par cette remarque. Mais vous n'êtes pas censé, généralement, de connaître d'autres milieux s'ils sont dissipatifs ou non. Mais toujours il y a des données ou des relations à partir de laquelle vous allez en déduire s'il est dissipatif ou non. Par exemple, dans ce cas-là, nous n'avons pas vu dans le cours que V est égal à J sur 2 de pi F. On verra par exemple dans l'examen du baccalauréat qui nous donne un phénomène que nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais entendu, mais les données de l'exercice sont de telle façon à répondre. Quels sont les outils que je dois avoir comme utile de travail? C'est qu'un milieu dissipatif, la vitesse dépend de la fréquence. Non dissipatif, le milieu, la vitesse ne dépend pas de fréquence. Ce sont les seuls outils que je dois ramener avec moi dans un exercice ou une question sur la dissipation des ondes dans un milieu donné. Ils ne peuvent donner quoi qu'il soit. Toujours, je serai capable de répondre à des questions, même si je n'ai jamais entendu de ce phénomène. D'accord? C'est ça ce que vous devez avoir en tête comme argument de répondre à la question de dissipation des ondes. D'accord? On passera à la question B. Établir une relation entre la vitesse V et la longueur d'onde lambda. Là, on explique ne contenant ni la fréquence F, ni la période T. Donc, ça, c'est des questions ce qu'on appelle de jamais vues. Mais je serai capable d'arriver à la réponse en appliquant ce que j'ai dans mon cours. Donc, dites-moi comment je vais procéder. Oui. La première des choses, j'écris la relation donnée. Donc, je vais remplacer V par C. Nous avons la notation de vitesse de propagation, c'est
C est égal à G sur 2pi F. Toujours, ayez l'habitude de donner, d'avoir les données, la question, et j'apporte les relations nécessaires d'aller des données à la question, à la réponse de la question donnée. Donc, qu'est-ce que nous donne V en fonction de quoi? De G et de F. Et de la fréquence. Donc, non, on établir la relation et la longueur d'onde lambda. Non, on discute maintenant. Parce que vous aurez des exercices comme ça. Mais comment s'en sortir? La première des choses, là, les données. Nous avons C. La question, c'est quoi? La relation que relie C avec lambda, sans qu'il y ait ni F ni T. Donc, la première étape, c'est quoi? Je donne une relation du cours où il y a la longueur d'onde lambda. Avant de remplacer, voilà, lambda est égal à quoi? À C sur F. À C sur F. D'accord? Mais j'ai besoin de F parce que je veux remplacer F. Donc ça donne F. C'est C sur lambda. Voici la relation 2 et voici la relation A. En combinant ces deux relations, j'arriverai à une... je vais, c'est pas éliminer, mais remplacer, tout simplement. Oui? Pour la première relation, c'est la même chose. Non, je la laisse, je remplace F par sa nouvelle expression. D'accord? Donc, 2 dans 1, ça donne C est égal à G sur 2pi fois C sur lambda. Donc, je fais un petit calcul mental et je donne quoi? C, ça vient ici, ça donne C carré. Lambda, ça vient ici, ça donne C carré, est égal à G fois lambda sur 2pi. Et finalement, C, c'est la racine carrée. C, c'est la racine carrée de G fois lambda sur 2pi. En réalité, ce qui est écrit entre parenthèses n'a pas... on peut s'en passer. La question peut être simplement établir une relation entre la vitesse V et la longueur d'onde lambda. Ce qui était entre parenthèses, c'est inutile. D'accord? On ne peut pas avoir lambda et F, c'est... Donc, comment évolue la vitesse lorsque la longueur d'onde augmente? Non. Évidemment, C carré est égal à G fois alpha sur 2pi. Donc, plus alpha augmente, plus C carré augmente. Ça veut dire C augmente aussi. Donc, C augmente avec lambda. D'après l'expression de C, évidemment. D'accord? Mademoiselle, c'est clair ou l'image est floue? On peut l'éclaircir. Y a-t-il une question? Bien, tant mieux. Donc, vous prenez la réponse. On a fini deux leçons des ondes mécaniques, qu'elles soient progressives ou périodiques. Essayez de faire une petite révision, de donner un résumé, de faire un résumé sur un petit carnet où il y a toutes les relations, toutes les phrases clés que nous avons utilisées. Au lieu d'avoir, je ne sais pas combien de pages on a écrit, vous aurez uniquement une seule page où il n'y a que les relations et les utiles de travail des exercices. Monsieur, Oui. pour les
Le contrôle continu, ça sera après. De toute façon, on aura un devoir à la maison. Et juste après sa correction, une semaine après, ça sera le contrôle continu numéro 1. C'est rare que je fais un planning. Donc, là où on finira, si ça vient avant, on le fera. S'il ne vient pas, on l'aura pas. D'accord? D'abord, on commencera la leçon, le suivi temporel d'une transformation chimique, juste après ces exercices. Le samedi, on avancera. Mais sans suivi temporel, il n'y a pas d'exercice sans avoir cette deuxième leçon. On passera une série pour bien comprendre les méthodes de suivi. Donc, on passe à la question C. Oui. Les ondes. Et la première leçon, c'était uniquement une plateforme de travail. C'est du rappel de ce que nous avons déjà vu. Mais la réalité, la première leçon pour la deuxième année, c'est à partir de cette leçon qu'on va entamer tout à l'heure. Le suivi temporel d'une transformation chimique. C'est plus important et c'est là où on peut avoir des exercices qui seront qui méritent d'être en contrôle continu. D'accord? Donc la question c'est, on jette une pierre dans l'eau d'un étang, on constate que l'ébranlement produit se décompose rapidement en une multitude de rides circulaires. Pour expliquer ce phénomène, on peut considérer que l'ébranlement est le résultat de l'émission simultanée de plusieurs ondes sinusoïdales de fréquences différentes. À un instant donné, des rides qui sont à l'avant de la perturbation sont à l'arrière. Montrer que l'expression trouvée de la question B est en accord avec cette observation. Donc, c'est une question informative qui donne de l'information, mais en réalité, la réponse, ça sera celle que nous avons donnée tout à l'heure. Là, ce phénomène-là, c'est semblable à ce que je viens de dire tout à l'heure du navire. En réalité, c'est rare de produire une onde d'une seule fréquence. Dans cette pierre-là, qui est jetée à la surface de l'eau, elle va produire plusieurs ondes de fréquences différentes, et on parlera de ce que je viens de dire, un paquet d'ondes. Là, on voit des rides circulaires, une multitude de rides circulaires. Il fallait ajouter un qualificatif, même avec une onde de monofréquence, si vous voulez, d'une seule fréquence, on voit des rides. Mais la différence, c'est quoi? Ils ont la même fréquence. Non, la différence avec une onde d'une seule fréquence, des rides circulaires distants de la même distance. Mais là, on verra des types de rides qui sont... si on essaie d'avoir... la première des choses, si on utilise un stroboscope, on n'aura pas une seule immobilité apparente. On fixera sur une fréquence donnée, cette onde de cette fréquence, elle va apparaître immobile. Par contre, les autres, ils apparaîtront soit en mouvement ralenti, en avant ou en arrière. D'accord? Mais ils ont tout donné dans cet exercice. Évidemment, la vitesse dépend de la fréquence. C'est dans cette question-là, l'onde produite par la pierre produit un paquet d'ondes. Donc on va écrire ça là. C. La pierre
jetée dans l'eau, la pierre jetée dans l'eau produit un paquet. C'est quoi un paquet? Un paquet, c'est un colis, quelque chose comme ça. Donc, lorsque je mets plusieurs choses dans un petit colis, on dit un paquet. Donc, un paquet, c'est-à-dire un ensemble de produits, un paquet d'ondes de fréquences différentes. De fréquences différentes. Et par la suite, on observera à la surface de l'eau, et par la suite, on observera à la surface de l'eau des types différents. On observera à la surface de l'eau des types différents de cercles. Par exemple, qu'est-ce qu'on écrira? Chaque type d'onde a sa propre longueur d'onde. Chaque type. Vous ouvrez la parenthèse. Vous voyez? Chaque type d'onde a sa propre longueur d'onde. Et vous fermez la parenthèse. Chaque onde a sa propre longueur d'onde. Sans écrire, ça veut dire quoi? Sa propre quoi? Sa propre vitesse. Pour revenir à la question posée, et si vous voulez, sa propre vitesse, 2 points, avant de fermer, si vous n'avez pas encore fermé la parenthèse, 2 points, sa propre vitesse. Et on terminera par répondre à la question. Ceci est conforme à l'expression de la question B. Conforme à l'expression, celle-là. Conforme à l'expression. Si vous voulez la réécrire une deuxième fois, c'est égal à G sur 2pi fois F. Conforme à l'expression de la question B. Donc, on passera à l'exercice suivant. Je ne sais pas si j'ai les mêmes données que vous. L'aspect à l'instant T d'une surface d'un liquide, c'est ça? Exercice 6. 5, non, 6. Je ne vous ai pas dit que la série comporte plusieurs exercices. Et j'ai fait un choix parmi ces exercices. Sur l'authentique, ça sera le numéro 6. Vous avez, vous, le numéro 5. Donc, exercice numéro 5. Donc, il figure où il y a l'aspect à l'instant T de la surface d'un liquide où se propage une onde progressive sinusoïdale. Les cercles correspondent au maxima de la perturbation. Au point P se trouve un petit flotteur qui anime un mouvement de fréquence 7,5 Hz. Premièrement, calculer la célérité des ondes. Vous avez en bas des données pour Xn, Xp, Xn. Je ne les ai pas sur... parce qu'on doit la lire. Je n'ai pas donné l'échelle sur le schéma. Et par la suite, je vous ai donné les abscisses des points M, N et P. D'accord? Sur l'axe
M, ça coïncide avec le premier cercle. N, c'est le deuxième. Et P, c'est entre le milieu du troisième et du cinquième cercle. M, c'est le premier cercle. N, le deuxième. Et P, sur le milieu. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est M. Et là, c'est N. Et P, c'est là. De toute façon, c'est pas. Nous avons leur abscisse. C'est pour cela qu'ils ne sont pas schématisés. Vous avez les coordonnées de ces points. D'accord? Donc, la première question. Calculer la célérité de l'onde. La longueur d'onde, voilà la fréquence. Je viens de dire tout à l'heure, il vaut mieux de se patienter un petit peu, relire le texte, les données, la question et comment aller des données à la question. Donc nous avons la fréquence. Donc soit nous avons la fréquence, il nous reste la longueur d'onde. On peut l'avoir à partir de... ils nous ont donné 24 cm. Donc, comment tu vas calculer? Donc, V, c'est lambda fois F. D'accord? F, c'est donné, c'est 7,5 Hertz. Et lambda, c'est combien? C'est la distance entre deux cercles. D'accord. Ils nous ont donné, nous, 24 cm. C'est entre les... On va la diviser par 2 et puis par 4. Soit 24, ça sera combien de lambda? Soit la moitié, c'est combien de lambda? Si nous utilisons la moitié de cercle, c'est-à-dire le rayon du plus grand, ça donne 1, 2, 3, 4. Lambda correspond à 12 cm. Là. Regardez sur le schéma. Là, c'est le centre. De là à là, c'est 12. Donc, lambda, et là, c'est lambda. Donc, 4 lambda, c'est 12 D. C'est 3. D'accord. Donc, D est égal à 3 lambda. Donc, lambda est égal à D sur 3. Donc, lambda, ça sera 12 sur 4. Et ça donne 3 cm. Et on revient à V. Ça donne 3 fois 10 moins 2 fois 7,5. Ça donne combien? Vous n'avez pas de calculatrice? Vous n'avez pas de recharge de calculatrice? C'est pas un téléphone. Donc on peut... Donc 0,22 mètres. Ou une écriture qui est scientifique, c'est 2,2 10 moins 1 mètre seconde moins 1. La question suivante, c'est comparer M et N, puis entre N et P. La question 2. Donc, calculons la distance MN sur lambda.
qui est égal à xn moins xm sur lambda. Vous avez en bas de l'exercice les xn. On fera le calcul en centimètres. 10,5 moins 3 sur 3. Je pense que les calculs, on tombera dans les 0,25. Combien? Je verrai les points. 2,5. Donc 2,5. Qu'est-ce qu'on dira? M et N vibrent en opposition de phase. Donc M et N vibrent en opposition de phase. De la même façon, P et N c'est XP moins XN sur lambda. Et combien? XP c'est combien? 12. 12 moins 10,5 sur 3. Ça donne? Voilà. Donc 10. Donc ce x, combien? Non, on doit avoir soit un nombre entier, soit un demi-entier. Si c'est qu'une de ces trois abscisses, c'est P. On prendra par exemple pour P, c'est 16,5. Essayez de changer XP 16,5. D'accord? Là, 16,5. Sur 3, ça donne 2. Donc, il vibre, N et P vibrent en phase. Peut-être on a déjà parlé de ce ,25. C'est comparable d'une façon générale, mais pas comparable dans notre programme. Nous nous limitons uniquement à des points qui vibrent en phase ou qui vibrent en opposition de phase. On ne parlera pas des points qui vibrent en quadrature de phase. C'était la dernière question. Ils n'ont rien dit comparer quoi? M et P. Normalement, ils doivent nous donner comparer l'état de vibration M et P. Oui, c'est la troisième question. Donc, comment comparer? Ça, c'est une petite logique. Nous avons l'habitude de répondre à ce type de questions. Oui, puisque M et N en opposition vibrent en opposition de phase, et N et P vibrent en phase, donc automatiquement, M et P vibrent en opposition de phase. Là, il fallait ne rien donner, en déduire. C'est la question en déduire, on ne fait pas de calcul. Parfois, il nous dit comparer M et P. Si on nous donne la question ainsi, comparer M et P. Voilà, on va faire un P sur lambda et on écrira XP moins XM sur lambda.
et on trouvera qu'ils sont en phase. D'accord? Donc, puisque c'est la question puisque M et N en opposition de phase, et N et P vibrent en phase, alors N et P vibrent en opposition de phase. C'est la lettre phi, et généralement, nous n'avons pas utilisé l'équation de ces ondes mécaniques. Ce sont des fonctions sinusoïdales, où on l'écrit y est égal à sinus 2pi sur t fois petit t plus phi, et là, ce qu'on appelle la phase phi. D'accord? Mais ça, c'est hors programme. Non, c'est un petit symbole que dire la phase. Je ne veux pas écrire combien de fois. Phase. Donc, j'utilise ce symbole-là pour... C'est-à-dire, ils ont la même phase. Ou la différence de phase, c'est 2 capi. Reste-t-il un exercice? Celui de l'enregistrement à l'aide d'un microphone. On enregistre à l'aide d'un microphone relié à un oscilloscope le son émis par un diapason. Premièrement, caractériser l'onde émise par le diapason, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est définir quelles sont les caractéristiques qu'est cette onde. C'est une onde. D'abord, il faut commencer par le début. Voilà. Mécanique, progressive, périodique, sinusoïdale. D'où nous avons la justification du sinusoïdal. Parce que le signal reçu, le signal visualisé sur l'oscilloscope est une fonction, c'est une sinusoïde. D'accord? Donc là, c'est l'exercice numéro, ça sera 6. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire sinusoïde? Une sinusoïde, normalement, vous l'avez étudié en mathématiques, la fonction sinus. Vous l'avez étudié. Donne-moi une expression de cette fonction, par exemple, que vous avez utilisée. Y est égal à sinus de AX plus B, par exemple. Là, c'est une fonction sinusoïdale. A, c'est quoi? C'est sa valeur maximale. Donc, cette fonction-là, on la représente. Ça dépend des conduites de B. Mais elle peut... Si je trace cette fonction-là, Y en fonction de X, j'aurai l'allure d'un sinusoïde. Cette allure-là, on l'appelle... D'accord? A, c'est là. C'est plus A. Et là, c'est moins A. Et là, c'est la période. On le verra par la suite, au cours... au niveau des ondes, on n'utilise pas ces fonctions. Mais par la suite,
on aura l'occasion de les voir en électricité, en mécanique. Oui. C'est une onde. Qualifié, c'est généralement, est-ce que l'oscilloscope, si on ne donne pas de phrase, est-ce que l'oscilloscope et ce schéma-là peut nous donner qu'il est sonore? Donc, en se basant sur l'oscillogramme que nous avons devant nous, on dit qu'il est sinusoïdal périodique. Mais d'où c'est déjà du son. On enregistre à l'aide d'un microphone. Donc ce qu'il nous demande là, c'est quoi? Comment il est? Cette onde-là, comment il est? Elle est mécanique, progressive, périodique et sinusoïdale. D'accord? Même je peux, en lisant les questions qui suivent, si la période n'est pas demandée, je peux donner de période t est égale. Mais il faut lire les questions qui viennent par la suite. Si cette question il est posée, ce n'est pas la peine. Donc caractériser, c'est donner l'aspect global, comment il est, sans entrer dans les détails. D'abord, c'est un son, c'est une onde mécanique progressive et périodique et sinusoïdale d'après la courbe que nous avons sur l'oscillogramme. D'accord? Donc, c'est la question 1. D'après l'oscillogramme, et regardez là, j'écris l'onde reçue par le microphone. Ça veut dire quoi? Pourquoi j'utilise le mot microphone? C'est pour onde sonore et pour justifier qu'elle est mécanique. D'accord? D'après l'oscillogramme, l'onde reçue par le microphone est j'accepterai l'abréviation, cette abréviation, une onde mécanique progressive périodique sinusoïdale. Puisque la courbe a la forme d'un sinusoïde ou une fonction sinusoïdale. Si nous voulons être précis, puisque la courbe a la forme d'une fonction sinusoïdale. Mais généralement, des questions comme ça, s'ils sont notées par 0,25, n'accordez pas une grande durée pour répondre. Donc, il suffit de dire c'est une onde mécanique progressive sinusoïdale périodique et on acceptera cette réponse-là. Donc, on passera à la question 2. Déduire de la courbe obtenue la fréquence de son émis. Donc, d'abord, T est égal à N fois S, le nombre de divisions fois la sensibilité ou le balayage de cet oscilloscope. Donc, ça, c'est combien? C'est 5. 5 divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Non? Non, c'est pas 5. Essayez de lire les petites... Non, vous avez les petites divisions là. Chaque division comprend combien? 5 petites divisions. Non, 5 petites divisions. Combien de petites divisions vous avez? Non, vous avez 1, 2, 3, 4. Et après 4, c'est combien? 1, 2, 3.
carreaux sur le schéma, c'est combien? 5 petites divisions, les sous-divisions. D'accord? Essayez d'observer le petit carreau sur l'axe du temps. Il y a des petites divisions, non? Combien dans chaque carreau? C'est 5. Je l'ai calculé avant. Chaque carreau, là, donc, j'ai pas la mienne qui est en... Ce carreau-là, qui est la division dans notre exercice, il comprend des sous-divisions. Combien? C'est 5. 5. Donc, je ne vais pas utiliser les carreaux, les sous-divisions. Et je compte de là, de le début jusque là. Et devant moi, sur mon... j'ai 5, 10, 15, 20 et 3 après. Vous n'observez pas. On fait grand plan sur ce oscillogramme. S'asseoir. Voilà. Ça y est, on continue. Généralement, nous avons un oscillogramme où la courbe il est faite d'une façon idéale. C'est-à-dire, une période, ça coïncide exactement avec un nombre donné de divisions. Comme nous avons déjà fait, 5 divisions fois 5 fois 10 moins 6, ça donne tel. Là, on n'est pas sur le même type d'oscillogramme. Ils nous ont donné 0,5 pour une grande division, mais chaque division là, si vous essayez de... Je prendrai cette règle. Et là, de là à là, c'est la période. Mais ce n'est pas un nombre entier de grandes divisions. Il doit être là pour avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis obligé là de changer, si vous voulez, de sensibilité là. Au lieu d'avoir une division de 0,5, je vais lire cette division-là, elle est formée par des sous-divisions, c'est tiré là, et vous ne pouvez pas sur votre feuille parce que vous pouvez voir combien 5. 5 sur la même division. Et vous avez déjà 0,5 millisecondes pour une grande division, c'est-à-dire chaque tiré, ça correspond à 0,1 millisecondes. Et nous comptons de là jusque là. Normalement, si nous avons plusieurs périodes, il vaut mieux de prendre plus de là à là. Nous avons 2 T et nous comptons combien de divisions et combien de sous-divisions. Monsieur, sous-division, c'est le tiré. Oui, chaque petit tiré. Si tu dans l'appel à voir ce qui est dans cette division-là, vous trouvez 5. 5. Ça veut dire que chaque tiré là, ça correspond à 0,1 milliseconde. 0,5, c'est pas la division. C'est 2. Non. C'est 2 millisecondes. Là c'est 0,5 millisecondes. C'est quoi 0,5? C'est l'échelle, c'est la sensibilité là. La sensibilité? Oui, c'est la sensibilité. On doit déterminer le nombre de divisions. Oui. On a 5 divisions. Combien un nombre? 2 là c'est combien? C'est un nombre? C'est 2. Non. La division là, c'est un carreau. Un carreau correspond à 0,5 millisecondes.
Mais en utilisant les carreaux, ce n'est pas un nombre entier de carreaux. Tu regardes bien le graphe ou pas? Là. C'est pas 4 carreaux, c'est là. C'est là 4 carreaux. On change de sensibilité. Au lieu, s'il vous plaît, au lieu de prendre un carreau comme ça c'est présenté sur le oscillogramme, et le nombre, si j'utilise le nombre de carreaux, ce n'est pas un nombre exact. Donc, je dois utiliser les sous-divisions. Et je constate que chaque carreau qui est la division là, il est composé de 5 petites divisions. Donc, je compte combien de petites divisions de là à là. Donc, on ne va pas tarder beaucoup ici. De là à là. Ça donne combien? 23. 23 petites divisions. Donc, si c'est 23 petites divisions, chaque petite division, c'est 0,1 milliseconde. Donc, la période, c'est 23 millisecondes. Vous suivez là? Il n'y a pas de règle. Tu ne peux pas utiliser la règle ici, mademoiselle. Oui. Tu ne peux pas utiliser une règle. Qu'est-ce que tu... Quoi? Et combien tu as lu? Combien? 20. Si tu entendais ce que nous disions tout à l'heure, c'était le même chiffre. Donc, ici, c'est 1 fois, ça veut dire, c'est 23 multiplié par 0,1, 10 moins 3. J'ai dit, il vaut mieux de prendre 2 périodes et de calculer le nombre. Plus nous utilisons, plus le nombre de périodes est grand, plus la certitude dans les calculs est grande aussi. Plus nous utilisons une période, plus les calculs ne seront pas très exacts. D'accord? En mettant des erreurs sur la lecture, plus le nombre, ça diminue l'erreur commise sur la lecture. D'accord? Est-ce que vous avez suivi ce que je disais tout à l'heure? Est-ce que tu étais en train de suivre ce que je dis? Je l'ai dit plus que 3 fois, plus que 4. J'ai rectifié ce que disait ta copine là, et ainsi de suite. On va le dire comme un... En réalité, donc, si tu regardes les autres schémas, généralement, la période coïncide avec un nombre exact de division. Essayez de regarder ce que nous avons déjà. Par exemple, ce 24 là, l'exercice précédent. Ça donnait combien? 24 ou 12, ça donne exactement 4 lambda. Et nous avons déterminé que lambda, c'est 3 cm. Vous cherchez dans les exercices précédents. Dans cet exercice, nous n'avons pas ce cas-là. C'est-à-dire, normalement, si nous avons de la chance, il faut que cette période-là se termine ici. Et nous aurons 1, 2, 3, 4, 5. Et on va écrire là 5 fois 0,5, 10 moins 3. Nous ne pouvons pas utiliser cette division-là. Heureusement, cette division-là, elle est constituée de sous-divisions. Si j'analyse bien cette division-là, qui est 0,5 millisecondes, je trouverai qu'il comprend combien? 5 petites divisions. Et je vais reprendre le calcul dès le début. La période, c'est de là à là, et j'aurai là n, un nouveau nombre de divisions, de sous-divisions, et la sensibilité, on ne va pas utiliser. On ne va pas utiliser le 0,5. On va utiliser quoi?
La petite division qui correspond à combien? 0,1. D'où vient ce 0,1? C'est parce que la grande division là, elle comprend 5 petites divisions. D'accord? Donc je vais reprendre là. Et je compte combien de subdivisions? 1, 2, 3, plusieurs de vos camarades, ils ont compté qu'ils sont 23. 23, il a lu 23, même si j'ai essayé de remarquer qu'il ne suit pas, mais en réalité, il comptait les divisions. Donc, toi aussi, tu essaies de compter combien de petits tirés de là à là. Pas maintenant. Pour ne pas perdre du temps à la maison, en revisant, essayez de trouver vraiment qu'il y a ici, c'est 23 fois 0,1 fois 10 à la plus ou moins 3. Et ça donne combien? C'est 2,3, 10 moins 3 secondes. Mais ils nous ont demandé quoi? La fréquence. D'accord. Toujours on a le même problème. La période où on passe, F c'est 1 sur T. C'est 10 à la puissance 3 divisé par 2,3 et ça donne combien? Quelqu'un a calculé cette fréquence-là? « 434. Essayez de faire le calcul. C'est 434,8. C'est à peu près 435. Comment? 435, à peu près. C'est 334,78. On l'agrandira à 435. Oui. Et qu'est-ce que nous avons fait ici? On remplace un carreau par 5 divisions. Donc 5 divisions. Non, on va tourner en rond dans cette... Non, le carreau de 5, il n'est pas précis. On n'a pas un nombre entier. On n'a pas un nombre entier de grande division. On utilise ce 0,5 comme sensibilité. Si nous avons un nombre entier de grands carreaux, si tu regardes le oscillogramme, tu n'as pas ce nombre exact. Donc on passera de 0,5 à 0,1 pour être bien précis. D'accord? Alors, on revient... On a passé avec succès cette question. Donc la question qui suit. C'était 3b. On obtient lambda est égal à 77 cm, on déduit la célérité du son. 3a c'est quoi? Décrire un mode opératoire permettant à l'aide d'un second microphone relié à l'autre voie de l'oscilloscope de mesurer la longueur d'onde du signal sonore émis par un diapason. D'accord. Arrêtez de parler, s'il te plaît. Où devient ce murmure? Parfois, en parlant à basse voix, et cette voix-là, il a une fréquence qui est basse, et ça donne un effet plus... Il y a des vitres près de vous qui résonnent avec cette fréquence, et ça donne ce bruit-là. Parfois, il vaut mieux crier que de parler en chuchotant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Nous avons déjà fait ce schéma-là. Mademoiselle, tu proposes à la question B, 2B, 3A. Qu'est-ce qu'on va faire? On
On veut déterminer quoi? La longueur d'onde. La longueur d'onde. À partir d'un dispositif expérimental dans lequel on doit utiliser un émetteur et un récepteur. Et à partir de là, visualiser. Ils ne nous ont pas donné de faire un schéma, mais uniquement, on va faire un schéma. Là, c'est l'émetteur. Et là, on mettra un récepteur. Ils nous ont donné un émetteur, d'écrire un mode opératoire permettant à l'aide d'un second micro, donc il fallait deux, un récepteur 1, et là un récepteur 2. D'accord? Et là, l'antimise. On va visualiser. Donc sur l'oscilloscope, donc d'écrire ce qu'on va, quel est cette onde opératoire. Donc l'onde, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir sur l'oscilloscope? Deux signaux. Entre ces deux signaux, il y a, c'est quoi? Il y a un retard, un décalage, si vous voulez, entre les deux courbes que nous avons utilisées. Essayez de profiter des exercices que nous avons déjà. D'abord, ils ont la même fréquence. Nous avons vu dans un exercice où on peut décaler. On partira d'une superposition des deux courbes. On fait quoi? Est-ce que nous avons fait cet exercice? Non. Là, à une distance des données. Puis, on a une superposition de deux courbes. Une coïncidence. Puis, on déplace d'une distance donnée D pour le coïncidence d'après ou de la deuxième. Nous avons vu un exercice combien? 20 fois. Non? 20 fois. Nous avons traité cet exercice. Donc, on doit le garder en mémoire et l'utiliser dans des questions comme celle-là. Donc, on utilise un second microphone. On essaie de partir d'une coïncidence entre les deux courbes, une superposition, où nous utilisons uniquement nos mots de cours. À partir d'un état de vibration en phase, on déplace le microphone R2 jusqu'à obtenir quoi? Le second état de vibration, et ça sera la distance lambda, directement. D'accord? Donc, on ajoute un microphone R2. On essaie, là, dans l'oscilloscope, nous pouvons déplacer les courbes et avoir des courbes là comme ça. Au hasard, nous aurons des courbes comme ça. Une fois que nous déplaçons R2, une des courbes, elle va se déplacer de ce côté-là. À un instant donné, à une distance donnée, on aura une coïncidence. On notera ce point-là. Puis on déplace de nouveau le R2 jusqu'à obtenir l'état de vibration, les deux points où il y a le même état de vibration. Et ça sera la longueur d'onde lambda. D'accord? Donc on doit traduire ça par des phrases. Ils nous ont donné d'écrire un dispositif expérimental, oui. La longueur d'onde, c'est la longueur entre les deux récepteurs? Non. Là, nous voyons dans ce qu'on appelle la périodicité temporelle. Et nous avons déjà dit que chaque période, une période temporelle lui correspond quoi? Une périodicité spatiale. Si j'arrive à avoir un décalage horaire, si vous voulez, de T, j'aurai dans l'espace un décalage spatial de combien? De combien? C'est ce que nous avons dit dans la définition de la longueur d'onde. Je vous ai donné deux définitions par chaque grandeur, par lambda ou par T. Qu'est-ce que nous avons dit pour lambda? La première définition. C'est
C'est l'unité. Oui, non, c'est la distance ou l'autre. C'est la distance quoi? Entre deux points ou parcouru. On utilisera celle-là. Si la distance parcourue pour une durée qui correspond à quoi? À T, à la période. Donc une fois que je déplace d'une coïncidence 1 au deuxième, je déplace dans l'espace le micro. Ça veut dire que je fais varier la distance. Il y a un temps à partir où celui-là coïncidera avec celui-là. Combien de temps s'est écoulé entre le temps correspondant? C'est une période là. Donc combien de distance je déplaçais le micro R2 de sa position? C'est la distance qui correspond à la longueur, à la période T. Et c'est ça la définition de lambda. Oui ou non? Non, il n'y a pas un peu. On fait la loi de tout ou rien. Soit je comprends, soit je ne comprends rien. Un peu. Donc, la difficulté des ondes, c'est qu'on suit les ondes par deux lunettes. C'est comme si vous avez des lunettes de soleil et vous avez des lunettes de lecture. Là, voilà. Mais là, on manipule les deux en même temps. Une fois que je fais un décalage de temps entre les deux positions, je crée une distance. En réalité, je crée une distance entre les deux. Une fois que je suis en train de créer une distance, en réalité, je crée un retard de temps sur les deux courbes. Mais là, je vois ce qui se passe. Mais là, je ne peux pas voir la longueur d'onde de lambda. Je ne peux pas voir la lambda. Donc, pour arrêter le micro R2 à une distance de lambda, je dois suivre ce qui se passe là. Là, le R1. Voilà le R1. C'est fixe. Et là, c'est le R2. Je pars, je tâtonne de telle façon à avoir R1 à cette position-là. C'est-à-dire, là. Les deux, ils sont en opposition de phase. Mais je ne sais pas si 2 lambda ou 3 lambda ou 4 lambda, je ne sais pas. Donc, je ne peux rien dire sur cette distance-là. Donc, je dois créer une nouvelle référence. C'est quoi? À partir de là, je vais la noter sur une règle. Normalement, il y a une règle ici. Et je note ce point-là. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis sûr que ce point-là, elle est en phase avec celle-là. Mais je ne sais pas combien de fois. Mais ici, je commence à déplacer lentement R2. Qu'est-ce qu'elle va se produire? Celle-là, elle va créer un retard. Il ne viendra pas la suite. Donc, il arrivera à un point où j'observe que ce point-là atteindra celle-là. Ou ce qu'on appelle la première coïncidence. Celle-là devient là. Et celle-là devient là. Donc, si je suis sûr qu'il y a une seule coïncidence, c'est le coïncidence suivante, je suis sûr que c'est le temps qui s'est écoulé là, c'est combien? C'est T. Automatiquement, si le temps est la période, là, elle sera lambda. Pourquoi? Parce que lambda est égal à V fois T. La vitesse, elle est constante là. Si je donne un instant T égal à la période, ça sera la longueur d'onde lambda. Donc, en déplaçant le R2 à partir d'un état de vibration en phase, la position qui suit avec la même position ou le premier coïncidence, ça donnera la longueur d'onde lambda. D'accord? Donc, vous notez C3A. D'abord, vous faites ce schéma.
la première coïncidence, ici, première vibration en phase, et là le deuxième vibration en phase, donc ça sera là lambda. Si vous voulez faire le schéma, là c'est R1. Si vous pouvez essayer de d'écrire sans parler, là ça sera R2. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître là pour R2? J'ai utilisé le phénomène de dissipation de l'énergie. Donc j'ai utilisé en R2 avec une amplitude qui est plus petite que celle de R1. C'était un exercice que nous avons traité par la suite. Là, c'est le premier. Première coïncidence. En déplaçant là, en déplaçant R1, cette courbe-là se déplace aussi. Celle-là atteindra celle-là. En déplaçant R2, la courbe jaune, celle-là, la courbe jaune, se déplace vers la droite et ça donne la deuxième coïncidence. Celle-là devient là. Donc delta de T, ça sera grand T et ça lui correspond une distance de lambda. Donc un petit schéma, une phrase. La distance, on peut écrire ce schéma au-dessous. La longueur d'onde lambda, ça sera la distance avec laquelle on déplace R2 par rapport à R1 pour visualiser la coïncidence suivante, tout simplement. Je déplace R2 et je dois fixer mes yeux sur l'oscilloscope de telle façon à avoir cette deuxième coïncidence. Si nous faisons la deuxième ou la troisième, ça sera un nombre entier de lambda sur la règle. Là, c'était 435 Hz. Je n'ai pas complété l'unité. C'est Hz et non pas H. Donc la question suivante, c'est 3b. On obtient lambda est égal à 77 cm, on déduire la célérité de 100. Ça c'est... C'est 3b.
V est égal à lambda fois F. Donc, lambda, c'est 77 cm fois la longueur que nous avons trouvée, c'est 435. Ça donne à peu près 335 mètres seconde moins 1. Oui. Vous avez suivi. Essayez de ne pas être un notaire, celui qui note. Essayez d'entendre ce que je dis et généralement essayez de répondre à vos manières après avoir évidemment compris. Donc là c'est la première vibration en face. En déplaçant le R2, la courbe en jaune se déplace à la deuxième vibration, se déplace. Et tu schématises ceci sur ce graphe-là. Donc, là, la première coïncidence, là, c'est la deuxième coïncidence. Elle est en rouge. D'accord? Normalement, c'est comme ça qu'on doit travailler. J'explique et vous essayez de reproduire la réponse de vos façons et non pas de la mienne. Donc là, c'était le calcul de la vitesse et ça se voit par calcul de V. Ce milieu, c'est quoi? Quel est ce milieu dans lequel on réalise cette expérience? Ce 334, 300, c'est l'air. Si nous avons trouvé par exemple 1500, ça sera l'eau. Essayez d'avoir en tête ces deux valeurs, l'eau et l'air. Dernière question. Qu'est-ce qu'il dit cette dernière question? En répétant l'expérience avec